Merci de votre invitation et je suis très content de venir te soutenir, Christine, dans ce combat qu'on mène dans toutes les circonscriptions, parce qu'on a gagné un président, mais si on n'a pas de majorité à l'Assemblée, c'est comme si on avait rien gagné. Hein. Parce que si c'est l'UMP qui repasse, vous aurez la TVA antisociale, vous perdrez votre 5e semaine de congé payé, vous aurez vos 45 heures de 5e salaire, et la retraite à 70 ans, hein, je vous résume. Et si nous voulons progresser, il faut confirmer le 10 et le 17 juin en allant chercher, comme on l'a fait pour la présidentielle, toutes les voies nécessaires pour obtenir une majorité de députés dans la foulée de la victoire de François Hollande. Bon, maintenant, oui, je suis d'accord avec le tableau que tu fais, mais je dirais que c'est le tableau qu'on nous fait, en fait. Moi, j'ai tendance parfois à le corriger un peu, parce qu'il y a plusieurs façons de voir les choses. La France n'a jamais été aussi riche de son histoire. Même par rapport à 81, le produit intérieur brut a été doublé 2 fois. Le 5% des gens possèdent 50% des patrimoines. Ça, c'est ça le fond du problème. La France est riche, mais les richesses sont mal partagées. Elles n'ont jamais été aussi mal partagées. Les profits n'ont jamais été aussi grands, et les salaires aussi bas. Ça, c'est le fond. Voilà. Et l'histoire de la dette est là tout à fait pour nous prouver ça. Alors, je vais dire quelques mots là-dessus, pas seulement parce que on a l'occasion de parler politique comme ça, heureusement, les campagnes électorales, mais parce que j'ai fait un livre là-dessus. Ça va être ma 50e réunion depuis le début de l'année, et je sens bien qu'il y a de quoi inquiéter quand on nous parle de dette. Hein. En France, on est aujourd'hui, avec le bilan de Sarkozy, à 89 points de dette, 88, 89, 89 points de dette par rapport au produit intérieur brut. Bon, alors c'est énorme. Bah oui, c'est énorme par rapport à ce que c'était il y a 10 ans. Parce que quand c'était Lionel Jospin, pour ceux qui ont de la mémoire, c'était 63 points. Donc 26 de plus quand même, hein, c'est pas rien. Vous vous rappelez peut-être, pour ceux les plus anciens, c'est que quand c'était Jospin, la droite menait campagne contre la cagnotte publique. À l'époque, il disait qu'il y avait une cagnotte publique, qu'il y avait trop d'argent dans les caisses publiques. Toutes les caisses de protection sociale étaient au vert, et même le budget, le déficit était assez limité, au point que l'ensemble de la est inférieur aux critères dits de Maastricht, c'est-à-dire de 3 points, et au point que la dette était de 63 points par rapport au produit intérieur brut. Ce qu'ils ont fait en 10 ans, c'est facile. Ils ont siphonné la caisse publique et ils ont rempli les caisses privées. Ils ont baissé les recettes, parce qu'en France, on n'a pas tellement un problème de dette, on a un problème de recettes. Si on avait gardé le taux d'imposition de Lionel Jospin de 1999, le budget de la France aurait été excédentaire jusqu'en 2008. Il commençait à déraper en 2009, mais à cause de la crise des banques. Mais jusqu'en 2008, il aurait été excédentaire. Et ils nous disent parfois le matin, vous vous réveillez, moi je ne sais pas qu'est-ce que vous écoutez, moi c'est France Inter. Généralement, vers 7h, 7h20 du matin, je suis en colère quand c'est Dominique Seux, pour ceux qui savent. Je suis dans mon bol de café au lait, je rouspète déjà. Quand il nous dit on dépense trop. Alors, vous avez plusieurs façons d'aborder la question des dépenses publiques. Parce que si vous avez, comment il s'appelle le gars qui fait les graphiques là, à des paroles et des actes là, l'anglais. Vous avez vu ce, ouais, c'est ça. Le gars, ici, il vous fait un graphique sur les dépenses publiques, il va vous montrer que en euros, elles ont augmenté. Mais moi, si je vous fais le graphique en disant quel est le pourcentage des dépenses publiques par rapport au produit intérieur brut, je vais vous montrer qu'elles ont baissé. De 1996 à 2008. Elles ont augmenté en 2009, je reviens après. Mais pendant exactement 12 ans, presque, elles ont baissé. C'est-à-dire qu'on n'a pas une dette qui est due parce qu'on dépense trop. On a une dette qui est due au fait que les Sarkozy et les autres ont baissé les impôts, donc ils ont pu faire entrer l'argent dans les caisses. Le rapporteur quand même de l'UMP, Gilles Carrez, disait que c'était 110 milliards par an. 110 milliards. Un journal, même Marianne, s'était permis de titrer que Sarkozy nous avait donc pris à peu près entre 500 et 550 milliards en 5 ans. Si cet argent-là n'avait pas été donné aux riches, on l'aurait. On ne serait pas endetté. On pourrait fonctionner. Donc c'est pour ça que je dis que l'idée de la crise est très relative. Je vous invite même à sortir la crise de votre tête. On est riche.
On est riche. Suffit de faire rentrer l'argent qu'il ne faisait plus rentrer. Quand même, 110 milliards, c'est pas rien. Et c'était pas des impôts excessifs que vous et moi on payait. Hein. C'était les grandes sociétés qui payaient. C'était l'impôt sur la fortune, c'était l'impôt sur les sociétés, c'était la taxe professionnelle. C'était toute une série de taxes qui ont été transformées en niches fiscales, etc., qui font que, chaque année, il y a eu un déséquilibre, un déficit. Et alors, au début, Sarkozy s'en est foutu complètement. Parce qu'il est même allé voir Mme Merkel, là, maintenant, à la fin, il allait la voir tous les jours pour dire comment on peut faire payer la dette aux gens. Mais au début, il allait la voir pour dire comment on peut avoir plus de dette. Parce que la première et la deuxième année, il a négocié qu'on puisse monter à 4,5 points, 5,5 points, jusqu'à 7 points de déficit annuel. Alors que il aurait venu d'un seul coup, tout à fait à la fin, qu'il fallait une règle d'or. Alors la règle d'or, c'est un truc extraordinaire. Il ne faut pas dépenser un sou de plus que ce qu'on gagne. Mais on baisse, on se permet de baisser ce qu'on gagne. Voilà. Mais surtout, c'est que c'est une idée absolument stupide. Un État doit dépenser plus que ce qu'il gagne. C'est pas un ménage, un État. Il est là pour investir. Quand il investit dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les équipements collectifs, c'est des bonnes dettes. Faut pas freiner ça. Il y a un gars en Europe qui a fait ça pendant 40 ans. De 1934 à 1974, il a appliqué dans son pays la règle d'or. Il ne voulait pas qu'il y ait un escudo, vous êtes en train de deviner duquel je parle, un escudo qui manque à la fin de l'année. C'était Salazar, il s'appelait. Docteur Salazar. Et pendant 40 ans, il a soumis le Portugal à la règle d'or. Il a tellement bien fait ça que ça a fait du Portugal le pays le plus pauvre d'Europe. Le plus pauvre. Et alors la règle d'or, c'est comment peut-on se dire, quand on dirige un État, attendez, à la fin de l'année, je vais arriver pile poil. Alors ils n'osent même pas d'ailleurs. Parce que Mme Merkel est le traité budgétaire là, qu'ils veulent nous imposer, que François Hollande refuse, mais que Sarkozy et l'UMP voudraient nous imposer. S'ils gagnaient par malheur la majorité au Parlement, ils le feraient. Le traité en question ne dit même pas qu'il faut arriver à 0, il dit 0,5. Pourquoi 0,5? Pourquoi pas 0,4 ou 0,6? 0,5. Alors ça veut dire, imaginez, vous êtes au mois d'octobre, vous avez une pandémie de grippe avec une catastrophe en plus ou un tremblement de terre comme dans le nord de l'Italie, vous avez besoin de dépenser quelques milliards de plus. Il ne faut pas, parce qu'il faut être en équilibre à la fin de l'année. Et si vous n'êtes pas en équilibre, vous avez une sanction automatique. C'est-à-dire que l'État qui, par malheur, a une pandémie de grippe ou bien un tremblement de terre, à la fin, il est sanctionné parce qu'il n'a pas respecté la règle d'or. Même en Allemagne, la règle d'or existe dans la Constitution, puisqu'on nous fait tellement de baratin là-dessus. Depuis 1949. Elle a été violée 12 fois par les différentes majorités de droite et de gauche allemandes. Alors, Jacques Delors, que je n'ai pas l'habitude de citer, mais je vais le faire, dit la règle d'or, c'est un piège à con. Je m'excuse de la brutalité du propos, ça m'économise souvent plein d'arguments. Je dis c'est Jacques Delors qui le dit. Alors si la règle d'or est un piège à con, et si c'est Jacques Delors qui le dit, c'est pas un gauchiste. Hein. Il a quelques lumières sur la question. C'est un piège à con. Et il ne faut pas accepter une règle d'or. Il faut dépenser plus que ce qu'on gagne. Et il faut faire fonctionner une société en investissant. Il ne faut pas fermer pour les écoles, il ne faut pas fermer pour les hôpitaux, il ne faut pas fermer pour les équipements collectifs. Il faut faire tourner les services publics. C'est la seule façon dont une société peut s'en sortir. Et vous voulez que je vous donne un exemple? En 1945, nous, la France, on avait 290 points de dette par rapport au produit intérieur brut. 290 points. 3 fois plus qu'aujourd'hui. Est-ce qu'on a eu des couillons qui sont arrivés, qui ont dit non, il faut de l'austérité, fermons la machine, économisons, etc. Non, on a dépensé plus. Et on dépensait plus, on a en fait rentrer plus. On a reconstruit la France et on a dépassé à ce moment-là nos dettes. Ça s'appelle même dans les langages économistes que je ne partage pas, mais les 30 glorieuses. Et ça a commencé avec 290 points de dette. Parce que surtout, on n'a pas fait l'austérité. Parce que si on avait fait l'austérité, on ne serait jamais reconstruit. Alors ce que je suis en train de vous dire devrait vous faire réfléchir sur ce qui se passe en Grèce. Parce que quand vous vous réveillez tous les matins, alors moi, toujours 7h20, Dominique Seux, sur France Inter, on vous dit, alors la Grèce
est en perdition complète, et on fait des plans géants d'aide à la Grèce. Vous entendez une fois, on vous dit on donne 130 milliards à la Grèce. Parfois on vous dit même, et les banques se sacrifient, elles acceptent de ne plus leur demander 100 milliards, ce qui fait que en fait c'est un grand plan d'aide à la Grèce de 230 milliards. Et les gens le croient, hein. Il y a même des gens qui disent, oh, les Grecs ils foutent rien, ils payent pas d'impôts, ils se font dorer dans les îles, ils boivent de la retsina, ils dansent le sirtaki, c'est leur faute. Et l'Europe qui est quand même conçue pour la paix, et l'euro, pour l'unité entre les peuples, devient un instrument de guerre contre les Grecs. Il y a du racisme anti-grec, de l'ethnicisme anti-grec. Et les gens qui s'y connaissent pas disent, arrêtez de donner de l'argent aux Grecs. Le problème, c'est qu'il faut leur dire aux gens autour de nous, dans cette salle vous êtes avertis, mais il faut leur dire, les Grecs ne reçoivent pas un sou. Pas un sou. Aucun Grec n'a reçu un sou des plans d'aide à la Grèce. Les plans d'aide vont aux banques auxquelles la Grèce est censée devoir de l'argent, mais pas aux Grecs. C'est quand même une petite différence substantielle. Et alors, ça vaut le coup, moi je suis signataire avec un paquet de socialistes et de militants de gauche et tout, d'un appel qui s'appelle pour un audit public de la dette. Parce que quand on regarde la dette grecque, par exemple, alors je vais la faire vite, hein, parce que même si on est entre nous, je ne vais pas vous maintenir, enfin quand même. Alors il y en a qui disent, oui, même l'Allemagne n'a pas payé sa dette de guerre en 1944, et il y a 85 milliards sous le pied là qui devra revenir. Enfin bon, ça c'est... Il y a prescription, dirons-nous, mais enfin pas pour les colonels. Parce que la dictature des colonels, pour ceux qui connaissent, entre 1967 et 1974, alors moi j'avais 20 berges en 65, je suis allé en autostop, je suis de Rouen moi, alors je suis allé en autostop à Athènes pour mes vacances, et c'est là que j'ai respiré pour la première fois de ma vie des lacrymogènes, parce que c'était les manifestations pour que le grand-père Papandréou, le grand-père, ne soit pas expulsé de son poste de Premier ministre par le roi Constantin, et qui violait, ce faisant, un article de la Constitution, qui était l'article 114. C'était Ena, Ena, Tessera. Tout l'été, j'ai crié Ena, Ena, Tessera. L'après-midi, j'allais à la plage, et le soir, je manifestais dans les rues d'Athènes en respirant les lacrymogènes. Et après, malheureusement, ça s'est mal terminé. C'est qu'il y a eu un coup d'État extrêmement violent. Ils ont écrasé tout le mouvement social, ils ont zigouillé, torturé, etc. Et les colonels ont multiplié la dette par 4 en 7 ans. Quand ils ont été renversés, il y a eu des manifestations d'étudiants et de syndicats pour les renverser. On est en 1974. Et alors, il y a eu un compromis avec ce qu'on pourrait appeler l'oligarchie. Alors, l'oligarchie, tout le monde connaît dans les romans, les Grecs, c'est Onassis. Onassis, c'était l'homme le plus riche du monde à l'époque. Narcos, c'était les armateurs. Et les autres riches grecs, c'est l'Église orthodoxe, qui est le premier propriétaire foncier du pays. Et quand ils ont négocié la nouvelle constitution dite de 1975, ils ont fait rentrer, tenez-vous bien, dans la constitution le fait que ni les armateurs, principale puissance économique du pays, ni l'Église orthodoxe, principal propriétaire foncier du pays, ne paieraient d'impôts depuis 1975. C'est quand même extraordinaire. Ils se sont fait en règle d'or à eux tout seuls pour les riches. Les riches ne paient pas d'impôts. Alors quand vous vous indignez devant TF1 qui vous fait un reportage du genre « Oh, les Grecs ne paient pas d'impôts » et Madame Lagarde, qui hier disait « Les Grecs devraient payer impôts », elle qui n'en paie pas. Les Grecs devraient payer des impôts. Mais si vous étiez grec, si j'ose dire, salarié, vous n'auriez pas envie d'en payer si les riches de votre propre pays n'en paient pas. Hein, c'est sûr. L'impôt, c'est fait pour que tout le monde y paye. Sinon, si c'est les riches qui ne payent pas et les pauvres auxquels on le demande, évidemment, ça ne peut pas marcher. Ça n'a pas marché depuis 1975, ça représente des sommes. Alors ensuite, après, vous avez un truc inconnu. C'est que les Grecs sont le 3e pays au monde en armée. Le premier, c'est les États-Unis, le 2e, c'est la France, le 3e, c'est les Grecs, le 4e, c'est les Turcs. Je vous parle en pourcentage par rapport à leur produit intérieur brut. Et ils ont acheté encore, c'était Karamanlis, c'est-à-dire, il y a une dynastie de droite en grec, puis il y a une dynastie de gauche avec les Papandréou pendant 40 ans. Et Karamanlis, la droite, a acheté 4 sous-marins. Vous savez, si vous êtes touriste, vous allez en Grèce, on vous dira même que c'est normal, parce que depuis la défaite de 1929 face à Atatürk, le conflit avec les Turcs est permanent. Mais 4 sous-marins, 1,2 milliard la bête. À qui les ont-ils achetés?
à l'Allemagne. À qui? À ThyssenKrupp. Et pourquoi Mme Merkel veut-elle que l'argent rentre? Parce que ThyssenKrupp dit à Mme Merkel, rendez l'argent, faites payer les Grecs, nos sous-marins, nos sous-marins. On dit, oh mais les Grecs sont corrompus. Mais il y a un procès en Allemagne pour des rétrocommissions. Toi qui t'occupes des mafias sur les sous-marins. C'est 400 millions d'euros, c'est comme pour nous à Karachi. Un procès qui dure depuis 2 ans en Bavière. En Allemagne, pas en Grèce. Alors, ça fait une troisième source d'endettement. La 4e source d'endettement, c'est les Jeux Olympiques. Quand même, l'autre jour, au journal télévisé, ils nous ont montré les installations depuis 2004. Attendez, c'est presque 40 milliards. Qui ne servent plus. Et qui a fait? Nous, les bétonneurs, Bouygues, Eiffage. Ils ont multiplié par 10, par 20, par 30 les devis à propos des Jeux Olympiques de 2004. Alors après, tout ça, ça fait une grosse dette. Mais pas si grosse que ça. Elle était de 100 points par rapport au produit intérieur brut. 100 points. Nous, j'ai dit 89. Hein. Bon. Et alors, Goldman Sachs a géré la dette grecque en planquant les chiffres au réel quand c'était la droite. Puis quand la gauche a gagné, ils ont fait coucou. Elle est 3 fois plus importante que prévu. Alors, vous me direz, face à un phénomène comme ça, il y avait des mesures à prendre. Bien sûr. Si vous êtes raisonnable, vous êtes l'Union européenne, vous dites aux Grecs, rendez les sous-marins. Faites payer l'Église orthodoxe et puis les armateurs. Renégociez l'argent des bétonneurs pour les Jeux Olympiques. Et faites un procès à Goldman Sachs, international. Parce qu'ils sont bien dans la peine. Vous donnez quelques conseils comme ça, quoi. Si vous êtes... Mais c'est pas du tout ce que l'Union européenne a fait. Elle n'a pas dit faites payer les armateurs, faites payer l'Église orthodoxe, rendez les sous-marins. Elle a dit faites payer les gens, baissez les salaires, baissez les retraites, supprimez les fonctionnaires, vendez les entreprises. Et le SMIC, par exemple, qui était de 750 €, ils l'ont fait baisser à 584 €, de 22%. Et à 400 € pour les jeunes de 20 ans pendant 1 an. Puis ils ont trouvé que ça ne suffisait pas pendant 2 ans. Ils ont baissé de 30% les retraites. Ils ont baissé de 30% les salaires des fonctionnaires. Ils suppriment non pas 1 fonctionnaire sur 2, mais 4 sur 5. Les consultations sont montées à 120 € dans les hôpitaux. On est passé à 22,5 points de chômage. Ils ont vendu 30 entreprises. Alors les Allemands, la presse de droite allemande avait dit « Vendez les îles, vendez l'Acropole, vendez le Parthénon ». On rirait pas si on nous disait « Vendez la Tour Eiffel, le Louvre, etc. Hein. Bon. Ils ont vendu 30... Ils ont vendu le Pirée, le port. Ils ont vendu Ose, qui est la plus grosse entreprise de communication publique qu'ils pouvaient avoir. Et donc en vérité... c'est pas des plans d'austérité, il y en a eu 9. 9 depuis 2008. 9. C'est un plan de destruction sociale. C'est comme un nuage de sauterelles qui arrive en Afrique sur une moisson. Ça a été la destruction. Vous avez vu l'homme qui s'est suicidé, qui a dit « Moi, je préfère me suicider que de vivre en cherchant ma nourriture dans les poubelles ». Vous avez les gens qui ont été obligés de se regrouper dans des appartements, de baisser de moitié leur niveau de vie, etc. Vous avez des dizaines, des centaines de milliers, et la misère n'est pas plus belle au soleil, contrairement à la chanson, qui ont été plongés dans la pauvreté. Voilà. C'est une désertification des espoirs de vivre pour un pays de 11 millions d'habitants, qui faisait pourtant que 3% du produit intérieur brut des 17 États de l'euro. C'était rien. C'était rien. Rien du tout. Il était possible de s'en sortir autrement. Parce que si c'était pour sortir de la dette, pourquoi aujourd'hui en est-on à 160 points de dette par rapport au produit intérieur brut en Grèce? Quand la crise a commencé, c'était 100 points. Maintenant, c'est 160. Et le plan, le dernier qu'ils ont fait, l'UE, Madame Merkel et Sarkozy, la Merkozy, le dernier plan vise à faire revenir, écoutez-moi bien, le taux de dette à 120 points
,5. Le virgule 5 me plaît beaucoup. 120 points,5 en 2020. En 2020. C'est-à-dire tout le malheur dans lequel ils ont plongé le peuple grec, c'est pour faire que dans 8 ans, il soit pire que ce qu'il était il y a 4 ans avant qu'il le plonge dans le malheur. Il y a des crimes économiques. Des crimes économiques. Je suis pour juger les gens qui font ça. Je suis totalement solidaire du peuple grec. On doit l'être tous. C'est un pillage. Alors on me dit, Gérard, dis pas bankster. Dis pas bankster. Enfin, excusez-moi, des banques qui reçoivent à 1% de la Banque Centrale Européenne et qui reprêtent aux Grecs à 6, 7, 8, 10, 12, jusqu'à 17% pour certaines formes d'emprunt. Comment c'est acceptable? C'est pas les Grecs qui sont en cause, c'est les banksters. Ils devraient être arrêtés, jugés de façon claire. C'est dans ce sens-là qu'il faut penser, et non pas dans le sens de « Oh, les Grecs, ils foutent rien, ils boivent trop de Rexina ». Voilà. Alors, l'autre jour, je disais ça, puis dans la salle, il y a quelqu'un, alors personne ne le fait, qui m'a dit « Mais alors, s'ils font ça aux Grecs, pourquoi ils sont si méchants ?» C'est une vraie question. Vraie question. Alors moi, j'ai une histoire, c'est l'histoire de la grenouille et du scorpion. C'est une histoire africaine que certains d'entre vous connaissent. La grenouille et le scorpion sont au bord du fleuve. Et le scorpion dit à la grenouille, je ne peux pas nager, je ne peux pas traverser le fleuve. Tu me prends sur ton dos pour me porter. La grenouille dit, ah non, non, non. Tu vas me piquer. Je sais que... Pas question. Le scorpion lui dit non. Parce que comme je ne sais pas nager, si je te pique, ben, je vais mourir. Alors, la grenouille se dit, ah, toi, c'est un argument. Alors elle accepte de le prendre sur son dos pour traverser le fleuve. Et au milieu du fleuve, le scorpion la pique. Avant de mourir, la grenouille lui dit, ah, pourquoi t'as fait ça? Et le scorpion lui dit, c'est plus fort que moi, c'est dans ma nature. Alors, la grenouille, c'est les États, les scorpions, c'est les banques. Les États ont prêté combien? Des centaines de milliards. On dit plusieurs milliers de milliards au total dans le monde, entre les États-Unis, l'Europe, etc., aux banques. Et après, les banques, elles vont voir les États et dire, ah, vous avez un trou dans la caisse, je ne peux plus vous prêter, j'ai plus confiance. Alors il y a des gens qui disent, il faut rassurer les marchés, enfin les banques, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Rassurer les marchés, c'est jeter du steak aux requins. Vous êtes sur le bateau Europe, vous jetez des steaks aux requins, ils s'en vont pas. Ils restent derrière le bateau. Ils volent encore des steaks. Si c'est ça, rassurer les marchés. Et alors, d'ailleurs, la BCE, la Banque Centrale Européenne, c'est ce qu'elle a fait. Elle a donné 500 milliards aux banques européennes à Noël. Puis 500 milliards au mois de mars dernier. 1000 milliards. 1000 milliards. Je vais vous dire, la dette grecque à côté. 1000 milliards à 1%. Alors les banques, elles ne s'en servent même pas pour encourager l'économie. Elles ne s'en servent même pas, comme on dit, pour encourager les ménages. Elles l'ont replacé en partie, parce qu'elles ne veulent pas se prêter entre elles, à la BCE, à 0,5 points. Et quand on leur demande quelque chose, alors elles sortent en disant à l'Italie, ah ben non, on n'a pas confiance en Italie. Vous n'êtes pas allé assez loin dans l'austérité. Alors vous serez à 6 points. À l'Espagne, c'est ce qui est en train d'arriver à l'heure où nous parlons, jour après jour. Et l'Espagne est en train d'être dans la situation de la Grèce. Et je peux vous dire, ça ne s'arrêtera pas. On parle ce soir, invitez-moi dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, ça ne s'arrêtera jamais tant qu'on n'aura pas fait plier les banksters. Alors François Hollande a dit une phrase que les médias n'entendent pas. Moi, d'ailleurs, la première fois qu'il l'a dit, c'était à Bercy. Moi-même, qui suis pour ça depuis 20 ans, j'ai eu une palpitation en me disant, je ne l'ai pas entendu. Puis si, il a dit la BCE doit prêter directement aux États. Directement aux États. Je lui ai dit, c'est pour le discours de Bercy, là. Ben non, il l'a redit à la télévision 2 jours plus tard. Les journalistes, non, ils ne font pas la une là-dessus. Et là, au Conseil des ministres, la BCE doit prêter directement aux États. Vous savez ce que ça veut dire? C'est la fin du traité de Maastricht, c'est la fin du traité constitutionnel européen. C'est la fin de la façon dont a été dirigée l'Europe par des banksters depuis exactement le début de sa fondation. C'est la fin de la politique de Mme Merkel. C'est la fin du pouvoir aux banques. C'est le pouvoir aux politiques. C'est les politiques qui décident de leur monnaie
au niveau européen, et qui gèrent, et qui du coup font face à la dette. Et il n'y a plus de marge pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 17% pour les usuriers. Et vous réglez le problème de la Grèce. Parce que la Grèce ne paiera jamais. Jamais. L'Italie et l'Espagne ne paieront jamais. Et la France, jamais. Non plus. Et nous, France, qui sommes dans la foulée de ça, jamais. Et l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Irlande, etc. Parce que le système est un système absolument délirant. Absolument délirant. On donne de l'argent par des moyens officiels à des banques privées qui vous le redonnent à des prix absolument stupéfiants, et vous avez des ozos à la direction du gouvernement allemand autour de Madame Merkel qui dit, et avec tout ça, on doit faire une règle d'or et ne pas avoir de déficit ni de dette. C'est une imbécilité totale. Totale. Alors, je vous le dis ici, c'est pas possible de le dire dans une télé aujourd'hui, dans une radio. Vous n'avez personne on ne vous laisse pas le dire. Voilà. Nulle part on vous laisse le dire. Pourtant c'est bien de ça dont il s'agit. Hein, parce qu'après on vous raconte des bêtises, il faut rembourser la dette. Quand ma petite fille est née, petit grand-père, j'apprends sa naissance, c'était le matin, on me dit tout s'est bien passé, et il était encore 7h, 7h20 du matin, et j'entends l'autre qui dit « Chaque enfant qui naît avec 25 000 € de dette sur la tête. » J'étais pas content. Parce qu'il y a les enfants de ceux qui possèdent la dette, c'est à eux qu'on rembourse. puis il y a les enfants de ceux auxquels on demande de la rembourser. Et je savais bien que ma petite fille a été dans le deuxième camp, et pas dans le premier. Et le journaliste qui vous présente ça en disant chaque enfant a 25 000, parfois ils vous disent chaque adulte a 25 000, ça change parfois leur chiffre, 25 000, 30 000 € de dette sur la tête. Alors on ne peut pas vivre comme ça pour laisser la dette à nos petits-enfants. Mais ce sont des escrocs. On ne peut pas partager la dette par entre nous. C'est pas notre dette. Et ensuite, elle ne se partage pas comme ça. Il y a 17 points, on est un des pays qui a par ailleurs l'épargne la plus élevée au monde, avec les Japonais d'ailleurs. Et toute une partie des Français, les 5% qui possèdent 50% du patrimoine, ils possèdent cette dette. Et on vous dit à vous, renoncez, pas d'augmentation de salaire, baissez vos retraites, on ne peut pas recruter des fonctionnaires. On vous dit ça parce que ces gens-là, quand on ont plein les poches, plein les poches, ils ne savent même pas quoi en faire. Ils placent leur argent dans les îles Caïmans, au Liechtenstein, dans les caves à subprime, dans des boîtes à hedge-fund. Et même parfois ils viennent vous voir puis ils vous disent oh, faites attention pour votre retraite, économisez. J'ai un petit plan pour vous. Un petit complément. Ouais. Ça vous suffira pas. Oh ouais. Ne vous laissez pas avoir. Mettez pas un sou. Ils vous les prendront. Vous ne retrouverez rien. Ils vous le voleront. Ils le dilapideront. Comme ils ont fait pour les salariés anglais, comme ils ont fait pour les salariés américains, pour des millions, qu'on cru qu'il fallait mettre un petit sou de côté pour leurs vieux jours. Plouf, terminé. Ils en ont rien à foutre, les banksters, des vieux jours. Ça, c'est pour vous appâter. Ils vous boufferont tout si vous leur donnez. Défendez vos retraites par répartition, parce que sinon, vous n'en aurez pas du tout. Du tout. Bon. C'est incroyable de se réveiller et puis d'entendre ces discours. Alors, je sais bien, dans les réunions, on me dit souvent c'est des militants, des sympathisants, des gens qui savent déjà, ils acceptent de venir dans des réunions politiques, etc. Donc, on sait, nous, mais il faut parler comme ça autour de nous. Il faut prendre les gens qui ne se laissent pas avoir, intoxiquer. Et moi, je fais ici toujours ceux qui partent pour Réunion, parce que c'est comme ça qu'on luttera contre TF1. Hein. Et TF1 vous dit ces âneries. À longueur de temps, quand même. Longueur de temps. Et on dit, nous, on a de la dette, alors il faut faire des économies, par exemple, sur les hôpitaux. D'abord, en France, quand on fait l'audit de la dette française, j'ai fait pour les Grecs, on a une chose que les gens ne savent pas, il faut leur dire. Enfin, c'est quand même dans des cours élémentaires, ça devrait être là, depuis l'école. On n'a pas un budget, on a 2 budgets en France. 2 budgets. Il y a un budget dit de la nation, de l'État, qui fait 300 milliards à peu près. Et il y a un budget de la protection sociale, qui fait 450 milliards. J'ai remarqué toujours, il faut le dire aux gens, que c'est le plus élevé. Hein.
ça ne va pas au privé. Ils n'ont pas réussi à les faire mettre tous dans les îles Caïmans. C'est géré publiquement. C'est ce qu'on appelle les cotisations sociales. Ah oui, parce qu'ils nous disent c'est les charges. J'ai encore attendu avant de partir. Et en radio, ils disaient les charges sociales. Écoutez, commencez par votre voisin et dites-lui il n'y a pas de charge sociale. Les charges sociales, ça n'existe pas. Ni dans le code du travail, je suis inspecteur du travail, ni dans le code de la sécurité sociale. Le mot charge sociale, vous ne le trouverez pas, il n'existe pas. C'est une invention. Ça s'appelle des cotisations. C'est une partie de votre salaire. Dites aux gens, regardez votre feuille de paye, apprenez à la regarder. Il y a le salaire brut. Il y a même super brut parce qu'il y a des cotisations patronales qui s'ajoutent aux cotisations salariales. Tout ça fait votre salaire brut. Il n'y a pas que le net. Parce que je la connais, Le Pen. Elle a encore dit ce matin, je ne sais plus dans quelle radio, qu'elle voulait augmenter de 200 le net. Mais elle veut le retirer du brut. Il y a peut-être des gogos qui se laisseront avoir. Mais ce qu'ils auront dans le net, ils ne l'auront pas quand ils sont malades. Hein. Parce qu'il s'agit de cotisations qui sont préaffectées. Le mot est très important. Préaffectées. Elles sont collectées pour servir pour des buts précis et elles ne peuvent pas servir à autre chose. Nos aînés qui ont inventé la sécurité sociale étaient géniaux. Hein, on ne peut pas se servir des cotisations sociales pour faire la guerre en Afghanistan ou en Libye. Hein. C'est préaffecté, c'est collecté pour ce à quoi ça doit servir. Ça, c'était génial quand même. Et alors, il y a donc des cotisations pour l'aide au logement, pour l'aide aux familles nombreuses, pour le chômage, pour la maladie, pour les accidents du travail, pour la retraite. Et c'est un salaire, c'est une part du salaire qui est mutualisée, mise dans un pot commun et redistribuée à chacun selon ses besoins. C'est ce qu'il y a de plus beau pour des socialistes, pour des gens de gauche. C'est mutualisé et redistribué à chacun selon ses besoins. Quand vous êtes malade, quand vous êtes au chômage, quand vous êtes en retraite, vous recevez cette part du salaire mutualisé. Magnifique. Alors eux, ils appellent ça une charge. Alors que c'est un bonheur. Alors tous les matins, vous vous réveillez, Dominique Seux, 7h20, et il vous dit qu'il faut alléger les charges. Évidemment, si vous disiez qu'il faut alléger votre bonheur, vous ne seriez pas content. Donc ils ont trouvé un pseudonyme pour appeler les cotisations. C'est pas seulement une bataille de mots. Hein. Derrière, il y a un enjeu terrible. Il faut alléger les charges. Une charge comme c'est fait, c'est lourd, c'est antipathique une charge. C'est fait pour être allégé. Est-ce que si on dit alléger votre salaire brut, les gens se méfieraient. Mais il faut l'expliquer, nous. C'est drôlement important, parce que s'ils gagnaient l'UMP, le 10 et le 17 juin, bah, par exemple, ils baisseraient ce qu'ils ont appelé le salaire brut, quoi, enfin la charge, puis ils augmenteraient la TVA. C'est génial comme truc. Hein. Alors on vous baisse votre salaire brut, puis on vous augmente votre ticket de caisse chez Auchan. Il y a des gens, ils croient qu'ils ne payent pas d'impôts. C'est vrai, il y a des gens, ils croient, ils n'en payent pas, ils disent oh, moi je suis smicard tout le temps, on a un tel niveau que je ne paye pas d'impôts. Tout le monde paye des impôts, ceux qui vont faire leurs courses. Parce qu'il y a 19% de TVA, et 19% de TVA, pour un smicard, c'est 2 mois de salaire. Et les gens ne savent même pas qu'ils payent 2 mois de salaire d'impôts quand ils vont faire leurs courses. Il faut leur dire, regardez votre bulletin de paye, regardez votre ticket de caisse. Parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils vont baisser votre bulletin de paye et augmenter votre ticket de caisse. Si vous avez besoin d'un dessin supplémentaire. Mais si vous comprenez, votez à gauche le 10 et le 17 juin. Si vous ne comprenez pas, laissez-vous piller. C'est facile. La TVA, Sarkozy, 1er octobre, c'est voté, hein. Si on n'empêche pas que ça... Si on ne le fait pas supprimer, si tu votes pas pour le supprimer, et si tu votes pas, je reviens de voir. Si tu votes pas pour le supprimer en juillet, on l'aura en octobre. Il faut leur dire, les gens, regardez votre ticket de caisse, regardez votre bulletin de paye. Bon. Alors, ça fait beaucoup, ça, comme réflexion. Et après, regardez le budget des 450 milliards. Savez-vous, chers amis, qu'il n'y a presque pas de déficit là-dessus. Presque rien. Presque rien. Ils disent 45 milliards. Mais c'est des exonérations de cotisations qu'ils ne redonnent pas à temps. C'est des taxes. Je sais bien, moi je les conteste. Je dis ce qu'ils disent. Moi, dans mon langage, moi-même, je ne prends pas, quand je parle pour moi, je ne prends même pas l'expression produit intérieur brut. Alors. Mais je prends leur langage parce que je suis bien obligé de prendre pour discuter avec la télé, avec la radio. Les gens, ils ont ça en face d'eux. Bon. Alors, sur 450 milliards, quel est le trou? Bon.
En fait, il n'y en a pas, eux disent qu'il y a 45 milliards. Mais 10 points, 10%. Et la dette qui est générée sur ce budget-là, ce deuxième budget, elle est 10% de la dette totale que Sarkozy nous laisse. Hein, la dette totale, c'est 1700 milliards sur un produit intérieur brut de 2000 milliards. Bon, ben, il y a 10% qui est sur le deuxième budget, celui de la protection sociale. C'est rien. Mais c'est toujours ça qu'ils veulent régler. Ils disent toujours qu'il faut régler les dépenses, faut dérembourser les médicaments, on peut plus se soigner comme avant. Alors que c'est rien. C'est pas là, quand vous faites l'audit public de la dette, c'est pas là qu'il y a un problème. Alors où il est le problème? Alors, il y a encore 11,5% de notre dette totale qui est dans les collectivités territoriales. Toutes les collectivités territoriales. Moi, j'ai un ami à moi, il a été élu maire aux dernières municipales à côté de Pau, dans une ville de 25 000 habitants qui s'appelle Billère. Et au bout d'un an, l'année dernière, 2 ans maintenant, il avait un emprunt qui avait été fait par le maire de droite avant. Et l'emprunt, d'un seul coup, s'est embellé, il a payé des intérêts incroyables. Il a regardé ce qu'il avait écrit. Il avait écrit que l'emprunt était indexé sur les variations de la bourse de Varsovie. Vous m'entendez bien, à Billère, près de Pau, Pyrénées-Atlantiques. Bon, alors vous avez deux choses l'une, ou vous acceptez, ou vous faites un procès contre le charlatan qui a essayé de vous faire ça. Et vous vous retrouvez face à quoi? À Dexia. Parce que c'est Dexia et les produits, comme ils disent, c'est joli, toxiques. C'est des produits toxiques. Dexia, ça fait 2 fois que ça dure, parce qu'il y a 4 ans, l'État français, Fillon, c'est celui qui dit qu'il est en faillite avant qu'il y ait la crise. Ils sont tellement habitués à dire que ça va mal, pour dire qu'ils ne nous donnent rien, alors, il a dit, il a donné 30 milliards à Dexia, 30-40. On ne sait pas bien parce qu'il y a tout un mystère. Vous savez, quand ils vous disent on a donné de l'argent aux banques, mais ça nous a donné des intérêts, personne n'en sait rien parce que jusqu'à présent, il n'y avait pas eu d'audit et c'était un secret d'État. Hein. Bon. 30-40 milliards à Dexia. Puis Dexia recommence, c'est-à-dire que l'année dernière, à nouveau Dexia s'effondre. Et donc il doit y avoir 30 milliards donnés par Luxembourg, 30 milliards donnés par la Belgique et 30 milliards donnés par la France à Dexia. Alors il y a un raisonnement derrière qui est absolument stupéfiant. C'est sur le thème, si Dexia s'effondrait, ce serait une catastrophe. C'est toujours le même... Oui, too big to fail. Il y a un film d'ailleurs que je vous invite à voir, hein, qui porte ce titre, Trop gros pour faire faillite, et qui est un film qui est la constitution de la chute de Lehman Brothers, que vous trouverez sur Internet si vous le souhaitez. Il y a aussi un autre truc qui explique très bien, qui s'appelle Inside the Job, qui vous explique aussi tout ça. Mais Dexia, qu'est-ce qu'il faut faire avec Dexia? Il y a la banque en Espagne à Noël, ils en ont une deuxième, une troisième et une quatrième maintenant. Mais il y a une banque qui a fait faillite, qui était du même type que Dexia. La Caisse des dépôts et consignations à Madrid a racheté la dite banque pour 1 euro symbolique. Moi, je suis pour qu'il fasse faillite. Et moi aussi. Voilà. Excusez-moi. J'ai entendu ça. Quand des gens font faillite, ça vaut plus rien, on reprend pour 1 euro les salariés, les murs, etc. Et on a un pôle financier public conforté, qui marchera avec la Caisse des dépôts, qu'on rassemblera, qui verra tous les produits toxiques, et puis qui fera marcher autrement, avec des prêts selon d'autres critères que ceux qui ont été utilisés jusqu'à présent. Parce que jusqu'à présent, quand ils prêtent à une entreprise, ils regardent la branche. Dans cette branche-là, on fait 15% de profit. Alors si vous avez un rapport entre votre chiffre d'affaires et le nombre de salariés, qui est trop grand, il y a trop de salariés, du coup vous n'avez que 8% de profit, la banque ne vous le prête pas, si vous ne baissez pas le nombre de salariés, pour arriver au profit qui est le ratio qui a été fixé dans la branche. C'est pas de la citoyenneté, c'est pas de la démocratie, c'est pas de l'économie, c'est des banksters bornés qui décident, en se foutant complètement des humains, de l'économie, de quoi que ce soit, que c'est comme ça dans cette branche-là, et qu'on vous fermez des dizaines et des dizaines d'entreprises de cette façon-là. Si vous avez un pôle financier public qui est dirigé autrement, il dira on va gérer autrement dans cette entreprise-là, dans cette branche-là, et on saura faire du cas par cas, parce que quand il y a 5 ou 6% de profit, ça peut continuer à fonctionner, et on peut même moderniser, et puis ça peut se faire autrement avec d'autres critères que ceux qui font régné par Dexia ou aujourd'hui par BNP ou par le Crédit Lyonnais. Hein. Alors, là, vous avez déjà les clés d'un autre comportement, et j'ai parlé des 11,5%
de la dette d'origine territoriale, quoi. Hein. Bon. Il vous reste encore 78% de dette d'État. Alors, il faut examiner. Moi, je suis en train de vous dire qu'il y a des dettes légitimes, j'ai dit au début, des bonnes dettes. Il y a des dettes illégitimes, celles qui sont soumises à spéculation, des produits toxiques, etc. Puis vous avez des dettes odieuses, c'est-à-dire qui sont absolument insupportables parce qu'elles ont été créées par la fraude, etc. J'en ai parlé tout à l'heure en Grèce. Bon voilà, il faut trier les dettes. Alors il y a des gens qui me disent, mais comment tu tries les dettes, mais alors tu envisages peut-être de ne pas en rembourser? Moi je m'imagine dans l'émission avec Yves Calvi. Vous n'avez même pas. Mais comment, monsieur Filoche? Mais on va. Alors vous voulez ne pas rembourser? Bah oui. Mais si on rembourse plus, on nous prêtera plus? Sans doute que oui, quand même. Vous savez, l'Argentine, quand elle a cessé de payer sa dette, 6 mois après, il y avait des banquiers autres qui venaient, puis qui disaient à Kirchner, vous n'auriez pas besoin d'un petit emprunt, on peut faire quelque chose pour vous, parce que les scorpions se détestent entre eux. Hein, c'est la concurrence. Oui. Alors ça compte beaucoup cette histoire, parce que si on peut dire qu'on peut ne pas payer, si on dit même qu'on fait un audit, je vais même vous dire ce qui se passerait si on disait on fait un audit. Hein. Les taux vont baisser. Alors vous me direz, tu crois au Père Noël, les taux vont baisser. Et qu'est-ce qui se passe depuis que François Hollande a été élu? Nos taux, en France, ont baissé. Et pourquoi? Parce qu'ils ont peur qu'en nous radicalisant ou nous affrontant tout de suite, ils cherchent le mort. Hein. Mais ils ont peur qu'on leur dise on ne va pas vous payer, allez vous faire voir. Et donc de même, on était à 6, on peut peut-être s'arranger à 5. En fait c'était 3,83, on peut peut-être s'arranger à 3,40, parce que c'est les derniers taux des derniers jours. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir forcé la dose en termes de taux, ils disent on va voir. Et pourquoi? Parce que, chers amis, c'est la politique qui commande l'économie et pas l'inverse. Et que tout ce qu'on vous dit tous les matins, tout ce qu'on vous dit à l'école, tout ce que les pseudo-économistes vous disent, en disant on est tributaire de l'économie, on ne peut rien y faire, c'est comme ça, c'est faux. C'est la politique qui dirige. Et si vous dites on ne paiera plus ces taux, la Banque Centrale Européenne prêtera directement aux États, pour eux c'est une catastrophe, pour tous les banksters. Et donc ils sont prêts à faire des concessions. On dit il y a une inflexion en Europe depuis qu'on... Oui, il y a une inflexion, parce qu'ils ont peur. Et c'est quand on leur fait peur qu'on gagne. Il ne faut pas chercher à les rassurer, il faut chercher à les effrayer. On ne vous paiera pas la dette. C'est là qu'ils cèdent. Si vous dites « Oh non, sois gentil, on va négocier le prêt, etc. » ils vous en mettent un point de plus. Alors les gens ont parfois du mal à comprendre ça, parce que individuellement on dit « Je ne peux pas faire ça à mon banquier. » Même l'autre jour, j'avais un copain, il a eu par héritage une petite somme, 10 000 euros. Puis il me dit « Je le garde pour mes enfants, ça arrive pas. » Je ne sais pas s'il a raison ou tort, je n'en sais rien. Et toujours est-il qu'il me dit qu'au début, quand j'ai eu les 10 000 euros, c'était une assurance vie, naturellement, et ils étaient à 490, c'est-à-dire je touchais à la fin de l'année 490 euros. Je touchais à rien. J'ai 400. Et il me dit l'année dernière, j'ai eu 315. J'ai dit, alors, ils ont baissé ton taux? Il me dit oui. Dis-toi qu'eux, ils ne se gênent pas. C'est pas vrai que parce que tu as passé un emprunt à tel niveau, tu dois le garder à tel niveau. Si c'est la puissance publique, tu peux leur dire c'est pareil, mon vieux, ta dette, tu peux t'asseoir dessus, parce qu'on ne vend plus de ton taux. C'est quand même là les citoyens qui dirigent, pas les banquiers. Il faut le faire toucher du doigt aux gens. Hein. Il y a une phrase beaucoup plus citée qui est attribuée à Keynes, qui dit que quand vous devez 1000 euros à votre banquier, c'est lui qui vous tient. Mais quand vous lui devez 1000 millions d'euros, c'est vous qui le tenez. Hein. Évidemment que c'est comme ça. Il faut arriver à apprendre aux gens qu'il n'y a pas de fatalité à la banque, parce que l'État n'est pas un ménage. La phrase qu'ils vous dites toujours, c'est la plus piégeante. Un État, c'est comme un ménage, ça ne doit pas dépenser plus que ça gagne. Alors comme ça, on vous fait croire que l'État, c'est comme vous, que vous ne pouvez pas, alors que l'État ne peut pas, et derrière une phrase de grossièreté totale, on vous dit on ne peut pas renégocier une dette, on ne peut pas ne pas payer une dette, on ne peut pas, etc. Ça, c'est il faut expliquer aux gens autour de nous qu'ils n'aient pas peur. Comment il disait l'autre? N'ayez pas peur de la dette.
N'ayez pas peur de la dette. Au contraire, c'est une question politique. Alors après, bon bah, un peu de tout coule de source, parce que si on est là, c'est pas l'austérité donc il faut faire. Alors, là on discute, encore ce matin, je sais plus, j'entendais des trucs sur l'augmentation du SMIC. L'augmentation qui est proposée est très modérée. Mais enfin, on me dit que ça va faire fermer des entreprises. J'entends les gars de la CGPME. Le SMIC va être trop élevé, ça va faire fermer des entreprises. Mais enfin, l'augmentation du SMIC, chers amis, ne peut faire que du bien aux entreprises. Ah, j'ai eu la dispute avec mon éditeur, Jean-Claude Gachevit, que je connais bien. Il m'édite tous mes livres, donc je ne fais jamais beaucoup de bataille avec lui. Et l'autre jour, il me dit, je te sors le livre qui dit qu'il faut augmenter les salaires. Il me dit, mais moi, il a racheté Ballan, il était ancien directeur de Ramsay, il a 15 salariés. Il dit, mais moi, je vais avoir du mal à augmenter mes 15 salariés. J'ai dit, mais Jean-Claude, j'ai pas dit dans mon livre que je ne voulais augmenter que les salaires de tes salariés, mais tous les salaires. Donc les gens vont acheter plus de livres. Donc tu pourras les payer, tes salariés. L'artisan qui dit, je ne peux pas payer mon compagnon, mais le gars qui devait réparer sa gouttière depuis je ne sais combien de temps, qu'il ne le faisait pas avant, qui va avoir un meilleur salaire, va faire réparer sa gouttière, il va appeler l'artisan qui pourra le faire en payant son compagnon. C'est dans ce sens-là que ça marche. C'est Sarkozy qui croit que c'est parce qu'on augmente les riches qu'ils tirent tout le monde vers le haut. Quand on augmente les riches, ils écrasent tout le monde vers le bas. Il vaut mieux augmenter le bas. Parce que c'est ça qui fait tourner la machine économique. Enfin quand même, vous savez combien 93% des actifs sont salariés en France. Vous savez combien on est payé, tous salariés compris? 500 milliards. Et vous savez combien on produit? Au-delà des 500 milliards, 700 milliards. On reçoit 500 milliards pour notre travail, et les employeurs, les actionnaires, etc., reçoivent 700 milliards. Nous, on est 24 millions, eux, ils sont à peu près 1,5 million. Ils se prennent 700 milliards sur notre boss, sur notre job. Ah oui, parce qu'il faut quand même voir les choses. Les gens, ils disent, ah, bah, il faudrait embêter pas les petits patrons. Moi, je suis un inspecteur du travail, je suis très respectueux des patrons. Enfin, de ceux qui respectent le droit eux-mêmes, hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup souvent. Je me suis fait engueuler une fois, j'avais dit un patron sur deux, c'est un délinquant. Il ne faut pas le faire dans une campagne électorale, je sens que je vais me faire assassiner. Et là, l'AFP m'avait appelé, m'avait dit, vous avez dit ça, j'ai dit oui, mais je me suis trompé, c'est plus d'1 sur 2. Simplement par le fait qu'il ne paye pas des heures supplémentaires. Et elle a perdu l'élection, la personne que tu soutenais, c'est ça? Non, elle a gagné. Ah, c'est bien. Mais c'est pas ça le fond du problème, c'est qu'il faut expliquer les choses. Un patron ne donne rien aux salariés. Jamais, 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 jamais. C'est le salarié qui vend son travail à l'employeur, et l'employeur fait une marge dessus. S'il ne faisait pas une marge, il ne le prendrait pas. C'est pas dur à comprendre, ça. Donc, alors, quelle est la marge? Alors, moi, je sais qu'il y a des centaines de milliers de petits patrons qui ont du mal. Mais la marge du patronat dans son ensemble, c'est 700 milliards. Donc, nous, on reçoit 500. Tout confondu. Donc, quand même, 700 milliards, il doit y avoir de quoi faire, hein. Excusez-moi, on doit pouvoir reprendre là-dedans, redistribuer, parce qu'une grande partie de ça va dans les Bahamas, hein, encore une fois. Pour 3% de la, faut le dire, 3%, le reste, on a 93% là. Oui, on est d'accord. Et donc, c'était quand même là, excusez-moi, on peut augmenter la part des salaires. Allez, de 500 milliards, allez, je suis vraiment très modéré, hein. 550, il en restera encore 650. Allez, 600, il en restera encore 600. Allez, 650. Il en restera encore 550. Enfin, c'est quand même pas... Qu'on ne dise pas que si on augmente les salaires, on fait fermer les entreprises. On va consommer plus. On a 8 millions de pauvres qui mangent des pâtes à partir du 10 du mois, qui ont de la viande 3 fois par mois. Le boucher, il va peut-être payer son apprenti un peu plus cher. C'est comme ça que ça marche, l'économie. Mais pourquoi eux, ils veulent pas ça? Parce qu'ils sont méchants, c'est des scorpions. Eux, ce qui les intéresse, c'est leur marge. C'est pas le fait de vous manger de l'onglet. Et ils vous cherchent à vous faire payer par tous les moyens. Rendez-vous compte que Sarkozy, là, il vous a fait ça. Si vous pouvez l'enlever, les députés, je vous motive, parce qu'il a fait une taxe sur les sodas sucrés. Vous vous rendez compte? Elle a commencé le 1er avril, hein. Et ils escomptent 450 millions d'euros par tous les sodas sucrés qu'on va boire. Il va falloir que vous en buviez, les soldats sucrés. Hein. Vous avez intérêt, hein, pour rembourser la dette, selon leur méthode. Hein. Soyez patriotes, hein. Buvez des sodas sucrés. Hein.
je suis en train de montrer l'absurdité de la politique telle qu'ils la font. Évidemment qu'il faut augmenter les salaires. En mai 68, alors je suis un vieux... Mais en juin 68, on a augmenté le SMIG, ça s'appelait salaire minimum interprofessionnel garanti. Et le SMAG, c'était le salaire minimum agricole garanti, qui sont devenus le SPIC, salaire minimum interprofessionnel de croissance. Et on l'a augmenté l'un de 33% et l'autre de 55%, pour qu'ils se rattrapent. Ça fait fermer aucune entreprise. C'est même les 3-4 années qu'on suivi, un essor économique tout à fait fantastique. Les gens achetaient des lave-linges qu'ils ne pouvaient pas acheter avant. Ils ont envoyé leurs fils à l'université, ce qu'ils pouvaient pas, ou leurs filles qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Et pendant 3-4 années, ça a fort bien marché. C'était pas ça le problème. Augmenter les salaires. Il faut lutter contre les gens qui nous engueulent parce qu'on veut augmenter le SMIC. Hein? Et d'ailleurs, si on appliquait... La CGT serait enfoncée, moi je suis un CGTiste par ailleurs, hein, mais la CGT serait enfoncée parce qu'elle demande aujourd'hui 1 700 €. Si on appliquait les 33% d'augmentation de salaire de juin, j'ai fait le calcul, ça porterait le SMIC à 1870 €. Ça a été fait une fois quand même. Personne n'en est mort. Donc ça n'a pas paralysé l'économie. Alors, il y a des versions. Oh oui, mais c'était pas la mondialisation. Mais si, c'était déjà la mondialisation. Oh oui, mais alors les gens vont acheter chinois. Mais non, ils vont acheter des pâtes d'ici, comme on dit. Et du point de vue économique, 86% des échanges sont en Europe. Bon, le premier pays avec lequel on échange, à part l'Europe, c'est l'Algérie, c'est pas la Chine. Bon, je veux dire, c'est un truc. Il y a des choses aberrantes qu'on nous dit tous les matins. Le coût du travail. Alors ça, c'est aussi Dominique Seul le matin. Le coût du travail est trop élevé. Les gens se réveillent, le coût du travail. Je coûte trop. Je bosse comme un canut et je coûte trop. Et alors c'est à cause du coût du travail s'il y a du chômage. Enfin, en Espagne, le coût du travail est plus bas qu'ici et il y a plus de chômeurs. En Scandinavie, le coût du travail est beaucoup plus élevé qu'ici et il y a moins de chômeurs. Si le coût du travail était lié, le chômage était lié au coût du travail, il n'y aurait pas de chômage en Afrique. Hein? Excusez-moi, mais... voilà, vous pouvez... Ça va me servir au porte-à-porte. Hein, c'est bon, hein? Comme argument. Eh bien, je vais en donner un autre. Il faudrait travailler plus. Mais attendez, c'est les pays les plus pauvres qui travaillent le plus longtemps. C'est les pays les plus riches qui travaillent le moins longtemps. Et en Europe, quel est le pays qui a la durée du travail la plus longue? La Grèce. Non, mais enfin, faut quand même prendre des arguments de base contre les conneries qu'on nous dit le matin dans les radios, quand même. Parce que sinon, on s'en sort plus. C'est comme l'affaire de la productivité. Il faudrait qu'on soit compétitif. Mais excusez-moi, on a le taux de productivité le plus élevé au monde. C'est pas nous qui le calculons. C'est un organisme américain qui le répète chaque année avec force. Hein, le taux de productivité le plus élevé au monde, c'est nous. Bon. Alors c'est quand même pas... on peut augmenter les salaires. On peut augmenter les salaires. Et de toute façon, si on ne vit pas la durée du travail, on reste avec 5 millions de chômeurs. Ce qu'ils avaient attaqué les 35 heures. Alors moi, ça, toujours resté en travers de la gorge quand même. On a mis 70 ans pour passer de 40 heures à 35 heures. 70 ans. Et pendant ces 70 ans, on a fait 4 choses. On a produit plus d'emplois, malgré une guerre mondiale et 2 guerres coloniales. Hein. On a fait plus d'emplois. On a produit plus, on a fait plus d'emplois. On a gagné plus. Et on a travaillé moins. Ça faisait 70 ans, avant Sarkozy, qu'on travaillait moins et qu'on gagnait plus. Il faut vraiment avoir des intégristes néolibéraux insupportables pour vous expliquer qu'il faut faire tourner la roue de l'histoire à l'envers. D'autant plus que ça n'a pas marché. Il a fait payer 4,4 milliards pour les heures supplémentaires. C'est-à-dire qu'on donnait de l'argent à ceux qui avaient déjà un boulot pour qu'ils travaillent plus longtemps, au détriment de ceux qui n'en avaient pas et qui restaient au chômage. C'est quand même énorme. Mais il y a des gens, ils devraient être en prison pour ça, je le dis. Les crimes économiques, ça devrait exister. On doit juger les gens pour crimes économiques. Parce que c'est votre vie, c'est notre vie, gaspillée par des choses comme ça. Non, ça, tu peux la garder encore. Mais enfin, c'est quand même de cette façon-là qu'il faut raisonner pour parler de l'augmentation des salaires, de la durée du travail. Bon, là, j'ai vu, alors, il y a eu toute une dispute parce que
Jean-Marc Ayrault a interprété hier, ce matin, le critère des 20, pas plus de 20 fois le salaire de base pour les dirigeants des entreprises publiques. Alors, il croyait que c'était pour les futurs salaires. Lui, il a dit non, c'est maintenant, quoi, pour ceux qui sont déjà... voilà, bon, ça va de soi. Alors, il y a des gens... J'ai eu un débat à la chaîne parlementaire. Moi, on m'a mis une fois un gars, il était un patron, je ne sais plus de combat, mais... Et puis un UMP. Et alors, moi, je dis pas plus de 20 fois Voilà. Et le gars me dit, c'est Pol Pot. Je lui dis non, c'est Roosevelt. Roosevelt a fait ça en 1942. Il a dit il y a 20 fois, on prend une tranche d'impôt à 88, elle l'a d'ailleurs mis à 91% dans un deuxième temps, et on rafle tout. Alors quand j'explique ça, pendant cela, il y avait le gars de l'UMP qui cogitait pour la réponse, il dit ah oui, mais c'était en période de guerre. Je lui dis vous nous dites tous les jours qu'on est en guerre économique. Il faudrait savoir. Alors, pourquoi pas plus de 20 ? Alors là, j'ai parfois été embarrassé pour répondre. Pourquoi pas 15 ? Pourquoi pas 25 ? Alors, moi je trouve que aucun humain ne mérite de gagner 20 fois plus qu'un autre, quel que soit son génie. Alors j'ai trouvé un argument, il vaut ce qu'il vaut, c'est qu'en classe, on vous note de 1 à 20, il n'y a pas de raison qu'on vous paye de 1 à 600 après. Bon, vous prendrez les arguments que vous voudrez. Oui, surtout qu'il y a des pays où on note sur 10. Hein. Ouais, bon, et d'autres ont des lettres. Ouais, c'est ça. Mais, comment dire, la Confédération européenne des syndicats, elle dit de 1 à 20. Alors moi, je m'appuie, ils ont des raisons, voilà, de 1 à 20. Enfin, je viens de vous faire un programme simple, 35 heures, la retraite à 60 ans. Alors, la retraite à 60 ans, je vais terminer là-dessus. C'est un peu compliqué. Après ce qu'a fait Sarkozy, mais la mesure qu'a fait Sarkozy contre nous sur les retraites, c'est la pire d'Europe. Parfois, elle a été présentée comme gentille, c'est pas vrai. En Espagne, en Italie, en Allemagne, c'est 35 annuités. En Allemagne, ils vont mettre la retraite à 67 ans en 2029. Nous, c'est en 2017. Les décotes en Allemagne, par année manquante, c'est 0,9. Nous, c'est 2,5. Vous êtes pire que n'importe quel pays d'Europe en matière de retraite avec la loi Sarkozy. Vous savez qu'en Grande-Bretagne, ils veulent mettre la retraite à 68 ans en 2048. Donc je dis ça parce que quels étaient les arguments pour dire on reporte l'âge de la retraite? Alors, moi, on me dit c'est parce qu'on vit plus longtemps. Bon, mon premier réflexe, c'est que si on vit plus longtemps, c'est pour en profiter plus longtemps. Bon. Alors, après, on dit, ouais, mais non, il faut un part pour travail. Bon. Mais le problème, c'est que l'espérance de vie a reculé en France en 2008 et en 2009. Ce sont des chiffres qui n'ont pas été encore intégrés. Mais forcément, si vous travaillez plus longtemps, vous mourrez plus tôt. Lisez l'article ce matin, dans Le Monde de ce soir, je le lisais dans le RER en venant, sur les égoutiers de Paris. On la retraite d'ailleurs à 50 ans. On vient de porter à 52 ans. Alors que l'espérance de vie des égoutiers de Paris est autour de 55. Et oui. 2 maladies sur 3, entre 55 ans et 60 ans, sont liées au travail. 3 maladies sur 4, entre 60 et 65 ans. La biologie du corps humain n'est pas métamorphosée parce qu'il y a, pour quelques cas, une espérance de vie plus longue. Il y en a qui voient des nains partout. Madame Parizeau, elle voit des centenaires partout. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est une petite catégorie. Et ceux qui réussissent à atteindre les annuités qui sont maintenant imposées, 42, ceux qui réussissent, c'est un tiers des salariés. Pour X raisons, on peut chercher dans le métier, etc. Mais un tiers. Parce que 2 sur 3 sont toujours licenciés, malades, inaptes ou au chômage à partir de 55 ans. Le chômage des seniors, depuis la réforme Sarkozy, il a augmenté de 20 points par an dans les 4 dernières années, dites de crise. 20 points par an. C'est-à-dire que, quand je vous donne le chiffre qui est incroyable, c'est-à-dire que la moyenne que les salariés actuels, pas dans les lois, pas dans les rapports, mais dans la vie réelle, cotisent.
C'est 35 aujourd'hui en France. C'est-à-dire qu'ils nous ont fait passer dans le privé, Balladur, en 93, de 37,5 à 40. Fillon, dans le public, de 37,5 à 40 en 2003. Fillon-Sarkozy, en 2008 et 2010, abaissant les régimes spéciaux et augmentant à 41 ou à 42. Et pendant que dans la loi, ils faisaient avancer le nombre d'annuités, dans la vie, le nombre d'annuités moyen cotisées reculait. C'est-à-dire qu'on n'est pas passé de 37,5 à 40, mais 37,5 à 35. Ce qui fait qu'il y a maintenant 7 ans d'écart. Alors quand on vous dit vous allez faire 41 ou 42, on vous apprend à sauter à la perche sans perche. Vous n'y arriverez pas. Plutôt, prenons la salle, 1 sur 3 va y arriver. Et 2 sur 3 n'y arriveront pas. C'est ça la statistique actuelle. Enfin, ça va s'écarter. Bien sûr. Ça va s'écarter. Et donc vous aurez... Voilà, et donc nous aurons des écarts et des baisses de niveau des retraites, parce que ça sera, les décotes n'aboutiront qu'à ça, qui seront absolument étendus. Mais si vous faites ça, c'est comme si vous baissiez les salaires en Grèce. Parce que si vous enlevez 20%, 30% des retraites, les gens, ils dépensent en retraite, ils font tourner l'activité. Ils font même calculer, je disais tout à l'heure que les retraités, probablement un mode de calcul hésitant, selon qu'on parle de l'économie sociale ou pas, etc. En lien social, etc., il y a un mode de calcul, Bernard Friot fait ça très bien pour ceux qui le connaissent, de l'équivalent de 270 milliards. Ils ne travaillent pas, mais ils font 270 milliards d'activités. Ils gardent les enfants, plein de choses. Bon, et si on baisse au niveau de la retraite, il y a des loisirs qui ne prendront pas, des activités qui ne prendront pas, des déplacements qui ne feront plus, etc., etc. Donc vous aurez une baisse, forcément. Et ça a un effet négatif sur l'économie. On ne peut pas dire on augmente les salaires, j'augmente le SMIC au début, et je baisse la retraite de ceux qui sont en retraite parce qu'ils n'ont pas le nombre d'annuités que par ailleurs ils ne peuvent pas atteindre. Hein, vous avez tout comme ça en raisonnant. Et c'est pour ça qu'il faut discuter. Alors moi, je suis socialiste et syndicaliste. Alors quand je suis socialiste, j'écoute ce que défend mon parti et ce que tu vas défendre. Mais quand je suis syndicaliste, si je suis à la conférence sur les salaires le mois prochain, je demande à ce qu'on étende le droit de la retraite à tout le monde, pas seulement aux 150 000 qui ont commencé à travailler à 17 ans ou à 18 ans. Et alors le pompon, si j'ose dire, chers amis, chers camarades, vous l'avez entendu ce matin quand même, en vous levant. C'est que ce qui était calculé pour les 150 000 personnes qui commencent à 17 ans ou à 18 ans, c'était censé dans la campagne, même notre campagne, coûter 5 milliards. Et les Échos révèlent ce matin que ça ne coûte que 2 milliards. En se réveillant ce matin, on a gagné 3 milliards sur nos retraites. Vous n'avez pas bougé, hein? Je vous propose de mettre les 3 milliards pour baisser une annuité, tiens, hein, déjà une. Puis n'allez pas croire que c'est moi qui exagère, que je suis un gauchiste, ou quoi que ce soit de ce genre. Je vous dis ce qu'il y a dans la journée, dans la presse. Voilà. Donc on peut faire la question des retraites. Et je vous signale que François Hollande... je vais vous regarder parce que la presse de droite croit l'allumer sur plein de points, mais il ne regarde pas les points les plus importants à mon sens. Par exemple, il a dit qu'il y aurait une augmentation de 0,5 points des cotisations sociales pour faire face aux retraites. Je vous signale que c'est la bonne formule. Parce que la retraite par répartition, par définition, si vous avez un problème, je ne sais pas moi, en 2025, en 2030, je convoque une autre réunion pour qu'on en cause en 2035, tous. Hein, si vous avez un problème en 2025, vous pouvez le régler en 2024. Vous fixez la prestation. Vous dites c'est 75% de taux de remboursement, pas de retraite inférieure au SMIC, c'est calculé sur les 10 meilleures années, c'est indexé sur les salaires, vous définissez, c'est à 60 ans, c'est 35 annuités, vous définissez la prestation, puis vous ajustez la cotisation. Le contraire de ce qu'a fait Sarkozy. Parce que Sarkozy, lui, bloque la cotisation et il ajuste la prestation à la baisse. Définissez la prestation et ajustez, parce que du point de vue de la démographie, on est bien, vous savez, en France. Pas en Allemagne. Parce qu'en France, on a 2,1 enfants par femme, comme on dit. En Allemagne, c'est 1,4, et ils ont un vrai problème démographique, pas nous. Parce que quand toute l'histoire de retraite a commencé il y a 15 ans, on a dit on a un problème démographique, il va y avoir plein de vieux, Mais non, pas du tout, on a plein de jeunes. Le rapport Charpin de 1997 avait prévu 250 000 naissances par an.
Depuis l'an 2000, on en a eu 850 000. Presque 3 fois plus. 3 fois plus. Il n'y a jamais eu tant de bébés. Alors dites pas ces bébés, mais ils vont cotiser. Normalement, ils vont cotiser. Donc ils vont payer les retraites. À tel point que vous aurez un autre boom économique en 2060. 2070, je vous convoque à une autre réunion ici pour en parler. Mais c'est comme ça qu'il faut traiter. La démographie nous est favorable. On peut augmenter les salaires. On peut ajuster par le biais de la cotisation. Si en 2027, vous n'avez plus de problème de retraite, vous rebaissez la cotisation. Pour faire varier la cotisation, c'est le seul moyen de péréquation normale. Voilà, c'est pas de baisser la prestation et de faire... C'est pas l'économie de la douleur que veulent les socialistes. C'est l'économie du bonheur. Eux, c'est l'économie de la douleur, les néolibéraux. Il faut que vous souffriez. Parce qu'ils n'ont pas confiance en vous. Si vous ne souffrez pas, si vous n'êtes pas à la schlag, vous ne bossez pas. Donc il faut vous faire bosser. Dans les boîtes, il faut du management. Il faut des notations individuelles, avec des primes. Parce que sinon, vous vous laissez aller. Vous êtes dans le confort plat. Et vous n'êtes plus concurrentiel avec le Chinois qui souffre. Donc c'est comme ça leur philosophie. Nous, on pense au contraire que si on répartit les richesses, on relance l'économie, et que si on relance l'économie et répartit les richesses, tout le monde va mieux, et toute l'économie produit plus. C'est le contraire de la schlag. C'est un autre monde pour lequel tu vas être député. Merci de votre attention.